Sixième cercle. Magda. Prêtre. Macao. Communication. L'allée du jardin était déserte. Il y avait un vieux gardien chinois portant une petite casquette, avec une visière en plastique où était écrit « Goruta de Camroche ». « Ça va fermer, » dit le gardien. « Je vais fermer le portail. »« Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps, » tentai-je de dire en souriant. « Juste un petit tour jusqu'à la grotte de Camroche. » Il répondit avec logique. « Pourquoi visiter la grotte de Camroche à cette heure ? Venez demain matin. Le jardin est frais, la grotte est fraîche. Demain matin, vous pourrez profiter de la fraîcheur. Maintenant, il n'y a que les chauves-souris en train de dormir. » « Oui, je comprends, » répondis-je. « Mais le hasard fait que j'ai vraiment besoin de visiter la grotte précisément ce soir. J'ai eu une inspiration. » Le gardien enleva la casquette et se gratta la tête. « Je ne comprends pas, » dit-il. « Comment t'appelles-tu ? » lui demandai-je. Il eut un sourire timide. « À l'état civil, je m'appelle Manuel, » répondit-il. « Parce que, ici, à l'état civil, nous avons des noms portugais. Mais mon vrai nom, le chinois, est différent. » Il prononça un nom chinois et sourit à nouveau. « Et que signifie ton nom en chinois ? Demandai-je. Cela veut dire « lumière qui brille sur l'eau », répondit-il. Cela me sembla une occasion magnifique, et je le pris par le bras. « Écoute, lumière qui brille sur l'eau, dis-je. Moi aussi j'ai une lumière qui brille, et c'est cette lumière qui me pousse à entrer dans la grotte justement ce soir. Tu vois là-haut ?» Je tendis le bras et lui indiquai une étoile qui brillait, la plus brillante du ciel. « C'est de là que me vient l'inspiration. Ou la suggestion, dis-je, appelle ça comme tu veux. » Lui aussi tendit son bras à côté du mien et pointa un doigt. « Les étoiles sont des guides, dit-il. Elles guident tout. Sauf que nous, pauvres humains, nous ne le savons pas. »« Tu me confortes, mon ami, continuai-je, parce que tu me comprends. Tu sais, j'ai reçu un message de cette lumière qui brille. Elle s'appelle Sirius. » Il approcha son bras tendu du mien et me regarda d'un air interrogatif. « Tu ne connais pas le ciel de Macao, me dit-il comme s'il s'excusait. Je suis désolé, mais tu ne le connais vraiment pas. En chinois, elle a un nom, mais vous, en latin, vous appelez cette étoile d'un autre nom. Si je prononce bien, ça se dit dans ta langue Canopus. C'est l'étoile Canopus. Tu as perdu ta route, mon ami. Parce que sous ces latitudes, ton étoile ne peut pas se voir. Je connais bien le ciel, je l'ai étudié. » Je l'imitais et je me grattais la tête. « Bien, dis-je, autant pour moi. Et pourtant, un message m'est bien arrivé. Je ne saurais te dire si c'est Sirius ou Canopus qui me l'envoie, mais c'est ce soir que je dois aller dans cette grotte où le grand poète borgne célébra la chrétienté au XVIe siècle. » Il fouilla dans sa poche et sortit un trousseau de clés. « Ici ne viennent que des Chinois avec des petites cages, » dit-il en suivant une logique qui m'échappait. « Chaque personne apporte un petit oiseau dans sa petite cage et le fait converser avec le petit oiseau du voisin. C'est ainsi qu'on fait en Chine. Les petits oiseaux dialoguent entre eux et favorisent l'amitié, de sorte que leurs patrons peuvent eux aussi établir une amitié et parler entre eux. » Il fit une pause et me regarda d'un air affligé. « Mais tu n'as pas de petite cage, » continua-t-il. « Et à présent, il n'y a plus personne avec des petites cages. Seuls sont restés dans le jardin 2 vieux joueurs de mahjong qui peuvent sortir par la porte secondaire. Qu'est-ce que tu pourrais faire ici à cette heure, à part rencontrer les chauves-souris ? » « J'ai besoin d'entrer dans la grotte ce soir, insistai-je. Tu sais, mon ami, je pourrais te dire que ça fait partie de mon destin, celui que conduisent les étoiles. Et toi aussi, tu crois aux étoiles. S'il te plaît, laisse-moi rester. Ensuite, je sortirai moi aussi par la porte secondaire. Laisse-moi rester, s'il te plaît. Peut-être le poète borgne du XVIe siècle pourra-t-il m'aider justement ce soir, dans ce jardin au parfum de magnolia. » Le gardien me regarda d'un air qui me parut de commisération. « Ce jardin ne sent pas le magnolia, répliqua-t-il. Ce jardin pue la pisse, parce que tous les Chinois pissent contre les troncs d'arbres. Ils sont trop paresseux pour aller aux toilettes qu'on leur a construites à côté de la fontaine, de sorte que ce jardin pue la pisse. » « Très bien, affirmai-je d'un air convaincu. Je resterai dans ce jardin qui pue la pisse, sous la lumière qui guide mon itinéraire terrestre. Je ne porte pas de petits oiseaux dans de petites cages, c'est vrai, mais je suis ici pour suivre un destin jusqu'à ce qu'il me soit donné de le connaître. » Le gardien fit un pas de côté et me tendit une petite torche électrique. « Je crois que ça pourra vous être utile, dit-il. Vous me la laisserez à la porte secondaire, quand vous vous en irez. » Je me mis en chemin le long de l'allée, en respirant profondément pour vérifier l'éventuelle puanteur. Mais il n'y avait aucune puanteur.
Une brise fraîche s'était levée qui apportait l'odeur de la mer. Sous un lampadaire, il y avait 2 Chinois qui jouaient au mahjong. Je les saluai et ils me répondirent d'un signe de la tête. L'un d'eux était en train de construire les honneurs supérieurs avec une rangée de 4 dragons blancs. L'autre jouait sur des caractères. Je pensais que j'avais ce soir besoin aussi bien des dragons que des caractères, et je cheminai vers la grotte. Arrivé à la moitié de la petite allée, j'entendis siffler derrière moi et vis qu'un des 2 Chinois m'appelait. « Vous voulez assister à la partie ?» me demanda-t-il. « Nous n'avons pas de spectateurs, et le mahjong a besoin de spectateurs. » Je fis signe que non de la main, poursuivis ma route, arrivé à l'entrée de la grotte et allumai la torche électrique du gardien. J'entrai dans la grotte ainsi, simplement, comme on entre chez soi. Je pensais que je pouvais allumer une cigarette. Je l'allumai, et à ce moment-là, j'entendis le piaillement d'une chauve-souris. Je l'encadrai dans le cône de la torche électrique, au milieu de toute cette obscurité, et la chauve-souris, en piaillant, me dit « Allô, mon beau, tu es en contact ?» C'était la voix de Magda. « Allô, répondis-je, je suis en contact. »« D'où me parles-tu » demanda la chauve-souris. « De Macao, répondis-je. Je suis à Macao dans une grotte. Et toi, Magda, d'où me parles-tu » De l'endroit habituel, répondit-elle. Devine. Je n'y arrive pas, murmurai-je. C'est facile, dit-elle. Plus facile que tu ne le penses. Nous nous sommes connus précisément ici. Écoute, Magda, dis-je. Je ne suis pas disposé à jouer aux devinettes. Si tu veux me le dire, très bien. Et sinon, laisse tomber. La chauve-souris piailla. Je suis à la Brasileira do Chiado, grand idiot, et je suis en train de boire un granité au café. Depuis quel temps me parles-tu ? Demandai-je. La chauve-souris eut un petit rire sonore. Mais depuis les années 60, mon beau grand idiot, répondit la voix de Magda. Depuis quelles années veux-tu que ta Magda te parle ? J'entendis un bruit de verres et de vaisselle, puis la chauve-souris piailla. Et toi, à quoi dois-je le plaisir de ton contact ? À Sirius, dis-je, ou à Canopus. À présent, je ne saurais te le dire avec exactitude. Mais comme tu es compliqué, dit-elle. Et pourquoi es-tu à Macao ? Pour une raison que je t'expliquerai, répondis-je. Mais en attendant, j'aimerais entendre ta version. Celle que tu as fait circuler ne me convainc pas. Ma version de quoi ? Répondit-elle d'un ton faussement ingénu. Ta version sur Isabelle, répliquai-je. C'est toi qui l'as mise en circulation. Toutes les dernières nouvelles que nous avons eues d'elle viennent de toi. J'aimerais entendre de vive voix la vraie version. Je fis un tour de lumière avec la torche électrique sur les parois de la grotte. À ma droite se trouvait un buste en bronze du poète borgne. Du plafond pendaient quelques stalactites. Bien, piailla la chauve-souris. Alors écoute-moi bien. Je pointai sur elle la lumière de la torche électrique. Elle détacha une patte de la roche et demeura pendue par une seule patte. Je vis Magda avec netteté. Elle était assise dans un fauteuil de la Brasileira. À présent, elle appelait le garçon pour lui demander une autre boisson et commanda une agua de cebada. Le garçon avait de la peine à comprendre, et Magda, avec suffisance, précisait que c'était un rafraîchissement à base d'orge. Mais à Valence, on appelle ça agua de cebada, ajouta-t-elle. C'est ainsi que les Espagnols appelaient ça. Il était temps que les Portugais l'apprennent eux aussi, s'ils tenaient à être ibériques. J'allumai une autre cigarette et me préparai à l'écouter. Isabelle s'est suicidée, piailla la chauve-souris. Je le sais bien. Elle a avalé 2 tubes de pilules. Voilà ce qu'a été son dernier repas. Une espèce de véronal. Je peux aussi te décrire la scène. Écoute. Une chambre modeste, une petite pension à Campo di Oreque. De la fenêtre, on voyait la basilique d'Estrella. Elle tira les rideaux. Il y avait une lune très blanche. Elle couvrit l'abat-jour d'un foulard bleu. La chambre devint azurée. Sur le lit, il y avait une couverture au crochet comme on en trouve dans les auberges de province. Elle n'avait pas d'eau et sonna la cloche. Une vieille dame de service arriva. Elle était grosse et avait des moustaches prononcées. « Je voudrais de l'eau, beaucoup d'eau pure, » dit Isabelle. Et la dame de service revint avec une bouteille d'eau de Lusseau. « Exactement celle-là, » dit Isabelle en riant. « Elle aide à faire pipi. Moi, je n'aurai plus besoin de faire pipi. » « Ça fait du bien à tout le monde de faire pipi, » répondit la dame de service avec componction. « À vous aussi, mademoiselle. Vous me paraissez un peu pâle. Ça doit être les toxines. C'est pour ça que vous êtes pâle. Vous verrez, une bouteille d'eau de Lusseau, c'est ça qu'il faut pour éliminer les toxines et faire revenir de belles couleurs sur les joues. »
Des couleurs comme j'en avais à votre âge, quand les douleurs de l'arthrite ne m'avaient pas encore gagné. Et ainsi, Isabelle ouvrit la bouteille d'eau de Lousseau, avala 4 ou 5 comprimés histoire de se sentir plus tranquille, puis regarda la basilique d'Estrella qui était blanche comme une meringue. Ou plutôt, c'était une meringue dans le ciel de Lisbonne, si baroque et ouvragée comme une dentelle. Et elle pensa, je vais peut-être dire une prière pour la Madone, une prière que je n'ai plus faite depuis tellement de temps. Parce que quand on se prépare à un long voyage, on a besoin d'un viatique. Et Isabelle avait besoin d'un viatique. Elle aurait voulu s'adresser à quelqu'un. Mais à qui, par cette nuit d'été à Lisbonne, avec la lune très blanche et la basilique comme une meringue? À qui? Elle le demanda au Véronal et se sentit plus calme. Puis elle s'assit à une petite table à côté du lavabo et écrivit une lettre. C'était une lettre pour moi, pour son amie Magda. Elle disait adieu et racontait cette nuit, point par point, sans expliquer les raisons de son geste. Elle disait seulement, dans un post-scriptum entièrement souligné, que la lumière était azurée et qu'elle était en train de regarder la basilique d'Estrella. C'est ainsi qu'Isabelle s'en est allée. Je laissai passer quelques secondes. « Tu as fini ?» demandai-je. « J'ai fini » piailla la chauve-souris. « Écoute, Magda, dis-je, je ne sais pas pourquoi tu me racontes toutes ces conneries. D'où ça te vient ? » « Mais qu'est-ce qui te prend ?» répondit-elle d'un ton aigu. « Je sais ce qui s'est passé. C'est la pure vérité. » « Bien, répliquai-je. Alors écoute-moi bien. Je vais te la raconter, la pure vérité. Ouvre bien tes oreilles. Tu étais dans le réseau antifasciste et tu as tout organisé. Isabelle s'était trop exposée et devait entrer en clandestinité. Tu l'as fait disparaître et tu as fait circuler le bruit qu'elle s'était suicidée pour des raisons sentimentales. Tu as même publié une nécrologie dans le journal et tu as monté l'histoire de la messe du 7e jour dans la chapelle de Cascais. Sauf que, juste à ce moment-là, par le plus grand des hasards, Isabelle s'est fait prendre dans une rafle par la police politique lors d'une manifestation étudiante. Elle n'avait pas de papier et donna de fausses indications. Elle déclara s'appeler Magda. Ils la jetèrent directement à Caxias sans même l'interroger. De toute façon, à l'époque, les interrogatoires se faisaient après. Mais tu connais cela mieux que moi. Je ne sais pas pourquoi je suis ici à perdre mon souffle. Un beau jour est arrivée dans sa cellule une fille couverte de bleu qui avala les morceaux de verre d'une bouteille. Celle-là, oui, elle s'est vraiment suicidée. Et tu as organisé l'évasion avec la complicité d'un gardien. Et ce soir-là, tu as fait embarquer Isabelle dans un avion pour Macao. Précisément ici, à Macao, où je me trouve à présent. Quelques instants de silence suivirent. Puis la voix de Magda demanda en susurrant. « Comment est-il possible que tu aies débrouillé les chevaux ?»« C'est simple, répondis-je. Je me suis informé. J'ai fait une petite enquête. »« Si tu sais déjà tout, pourquoi t'es-tu mis en contact avec moi ?» demanda-t-elle. « Parce que je ne sais pas tout, soulignai-je. Je veux savoir qui était le prêtre de Macao chez qui tu as envoyé Isabelle. » Elle eut un petit rire. « Et qui s'en souvient ?» dit-elle d'une voix de faussée. « Fais un effort, l'encourageai-je. »« Ce garçon n'arrivera jamais, répliqua-t-elle. Ça fait une demi-heure que je lui ai demandé une agua de cebada. Fais un effort, insistai-je. Pourquoi ne dévoiles-tu pas tes cartes pour une fois dans ta vie ? La télépathie joue parfois de mauvais tours, soupira Magda. On ne sait jamais de quel coin du temps elle arrive. Toi, de quel coin du temps arrives-tu ? De beaucoup plus en avant que toi, répondis-je. Tellement de temps a passé. Alors je ne sais pas si tu le retrouveras, dit-elle, ni s'il est encore vivant. En tout cas, il s'appelle Père Domingos. Il dirigeait une léproserie à Coloane. C'est là que j'ai envoyé Isabelle. Je ne peux rien te dire de plus. Je dis « Salut Magda ». Il me sembla que la chauve-souris me faisait un signe de la patte. J'éteignis la torche électrique et sortis de la grotte. Du haut de la colline, on voyait les lumières de Macao qui descendaient jusqu'au vieux port. Je fermai la porte secondaire derrière moi, laissai la torche sur la marche et descendis à pied jusqu'au centre. La place était déserte. Devant moi se trouvait la cathédrale de San Polo, juste la façade. Le reste s'était perdu dans un incendie au XVIIIe siècle. J'aurais voulu contourner la façade de la cathédrale, poussé par la curiosité, mais je pensais que le corps avait lui aussi ses droits. Il faut satisfaire aux exigences du corps, surtout pour qui jouit d'un permis terrestre.
Je regardais autour de moi à la recherche d'un restaurant. À l'angle le plus éloigné de la place, il y avait une enseigne en chinois, avec en dessous une écriture au néon qui disait Portuguese food. Je m'y rendis. Le restaurant s'appelait Lisboa Antiga, Macao Moderno. C'était un endroit très modeste avec une petite vitrine où reposaient en paix les restes de tripes blanchâtres dans un plat. Au milieu de la vitrine trônait une gigantesque racine de ginseng et un petit carton écrit en portugais affirmait Nos pensamos na sua virilidad. Nous veillons à votre virilité. Je pensais que je trouverais peut-être quelque chose d'européen à manger. Je poussai la porte et entrai. L'endroit était désert. Il y avait une vieille chinoise en peignoir blanc et en savate qui était accroupie sur un tabouret. Elle me salua en se levant. Je m'assis à une table immonde et elle commença avec calme, beaucoup de calme, à nettoyer la table de toutes les cochonneries qui se trouvaient dessus. Manger à la cantonaise ou à l'européenne me demanda la vieille en portugais. Elle mastiquait quelque chose, peut-être un morceau de pain ou peut-être simplement son dentier. À l'européenne, répondis-je. Ça dépend de ce qu'il y a. Nous, avoir soupe de cresson et cabri. Puis elle me regarda mieux et fit un geste étrange qui me parut être une conjuration. Quel est ce geste demandai-je. Qu'est-ce que cela signifie? La vieille chinoise retourna son dentier avec la langue, le remit en place et répondit. Toi être âme en peine, pleine d'esprit. Toi devoir aller dans forêt demander purification au génie de forêt. Elle disparut dans la cuisine et revint peu après avec la soupe et le cabri, tout ensemble. Le cabri était accompagné d'ananas et d'olives, ce qui me parut répugnant, mais je ne fis pas d'histoire et me mis à manger. En fin de compte, ce n'était pas aussi mauvais qu'il pouvait sembler. La vieille chinoise m'observait avec attention et avait un air impénétrable. « Pourquoi les génies des forêts ?» me décidai-je à lui demander. « Je ne fréquente pas les forêts, je n'ai pas besoin de génies des forêts. » Toi, avoir besoin de quelqu'un pour nettoyer toi, dit la vieille chinoise. Toi chercher une personne, mais toi plein d'esprit. Toi avoir besoin des génies des forêts. Mais toi peut-être préférer prêtre catholique qui est derrière cathédrale, ce porc. Pourquoi tu l'appelles porc demandai-je. C'est vraiment un porc? Moi pas savoir, répondit-elle. Mais tous les catholiques être porcs, surtout les prêtres. Mais j'ai besoin d'une information, ajoutai-je, et tes génies des forêts ne pourront pas me la donner. Je n'ai pas de contact avec eux. Peut-être le prêtre catholique pourra-t-il me la donner. La vieille chinoise mastiqua son dentier et cracha par terre. Moi pas comprendre, dit-elle. Une information, précisai-je. Une information sur une personne. Comme tu l'as dit, je suis à la recherche d'une personne. La vieille chinoise parut irritée, je me sentis fautif. Il me semblait intolérable qu'une vieille chinoise aux dentiers déglingués fût irritée contre moi, et cela me fit me sentir fautif. Toi venir d'où? Demanda la vieille chinoise. Du grand chien, répondis-je. Elle réfléchit un instant, puis répliqua. Bien, peut-être bien. Puis elle continua. Mais pourquoi toi chercher prêtre catholique? Je finis la dernière tranche d'ananas et m'essuyai la bouche avec la serviette. Parce que moi avoir besoin de prêtre catholique, dis-je, vieille chinoise crétine. Seulement prêtre catholique pouvoir donner à moi l'information dont moi avoir besoin. Désormais je parlais comme elle. Je me sentais vraiment irrité. La vieille chinoise remporta le plat et alla jusqu'à la cuisine en traînant les pieds. Quand elle revint, elle avait une bouteille de liqueur à la mandarine. Elle m'en versa un verre et dit « Toi boire, pauvre, pauvre diable. » Exactement ça, répliquai-je. Tu as dit le mot juste, vieille chinoise. Moi, pauvre diable. Mais alors tu sais ce qu'est le diable? La vieille chinoise retourna son dentier pour la énième fois et mit une main sur son cœur. Moi, moitié chrétienne et moitié animiste. Toi, chrétien seulement. Toi, avoir besoin d'un prêtre catholique qui est sur la place. Toi, aller dehors. Va, va. Tu sais comment s'appelle ce prêtre? Demandai-je. Lui, faire confession et prendre l'air sur la place, répondit la vieille chinoise. Oui, insistai-je, mais son nom? Quel est son nom? À lui, pas plaire animiste comme moi, continua-t-elle en suivant sa logique. Et lui, pas plaire à moi. Et que fait ce prêtre? Demandai-je. Lui d'abord soigner lépreux à Coloane, répondit la vieille. Mais maintenant plus de lépreux. Lui rester sans travail et prendre le frais sur chaise sur la place. Je bus un verre de la douceâtre liqueur à la mandarine, payai et sortis sur la place. Je fis le tour de la cathédrale et vis le prêtre.
Il était sur une chaise à prendre le frais. Je m'approchai et lui dis bonsoir. Il m'offrit la petite chaise sur laquelle il posait ses pieds et m'invita à m'asseoir. C'était un vieux prêtre corpulent, aux traits vaguement orientaux, à coup sûr un croisement entre portugais et chinois. Mais son teint était plutôt olivâtre, me parut-il. Ou peut-être était-ce à cause de l'illumination jaunâtre des phares au néon qui éclairaient la façade de la cathédrale depuis l'autre côté et arrivaient reflétés en rayons violets. Il tenait sa tunique légèrement relevée sur les jambes croisées, mais ne portait pas de pantalon, de sorte qu'il mettait en évidence de robustes mollets glabres. « Mon fils, me demanda-t-il, tu viens te confesser ?» Je m'assis et répondis. Peut-être est-il un peu tard. Cela me semble désormais un peu tard. Il avait un énorme cigare et dit « Pour la confession, il n'est jamais tard. »« Mais j'ai déjà accompli tout ce que je devais accomplir, répliquai-je, et j'ai mon petit coin dans l'univers. » Il aspira une grande bouffée de tabac et me la souffla au visage. Il se gratta les mollets avec soin et me dit « L'univers est grand, mais tu es ici, dans ce coin du monde, dans ce petit coin du monde. Et il n'est jamais tard, homme fait debout. » J'ai perdu toute ma boue, me justifiai-je. Je suis devenu pure lumière. Il se gratta à nouveau un peu les mollets. « Explique-toi mieux, marmonna-t-il. Considérez-moi comme un pulsar, dis-je. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un génie de la forêt ? Me demanda le prêtre. Peut-être es-tu animiste ? Non, répondis-je. Disons que ce dont je suis en train de vous parler émet des radiations sur toutes les longueurs d'onde lumineuses à impulsion rapide et fréquente. Vous savez, mon père, c'est une histoire de neutrons. Tout cela pue l'animisme, répondit le prêtre. En fin de compte, tu veux ou tu ne veux pas te confesser ? La situation devenait difficile, mais j'étais désormais habitué aux situations difficiles. Je le regardai mieux, et tout à coup il me parut plus jeune qu'il n'était, parce que la lumière reflétée de la place lui donnait une police et sans rides. « Tu es catholique ? » ?»« Je suis tout ce que vous voulez. J'ai été baptisé par des parents chrétiens apostoliques romains quand j'avais une semaine. » Le prêtre tira une autre bouffée de son énorme cigare. Cette fois, il m'épargna et la souffla en l'air. Il parut réfléchir. Il réfléchit longuement, se gratta et me demanda. « Depuis quand ne t'es-tu plus confessé, mon fils ?»« Depuis toujours, répondis-je. Depuis toujours. » Il prit un air méditatif. « Tu veux dire que tu ne t'es jamais confessé de ta vie ?» demanda-t-il. « Exactement, confirmai-je. Je ne suis jamais de ma vie allé me confesser. » Puis j'ajoutai. « Mais je pourrais me confesser ce soir, vu que demain, c'est mon anniversaire. »« Demain, c'est l'équinoxe d'automne, dit le prêtre. Ce n'est pas favorable. Il y a de la folie ce jour-là. Les marées enflent. »« Excusez-moi, demandai-je. Vous êtes ici pour faire le prêtre ou pour faire le chiromancien ? Pardon. Maintenant que j'ai accepté de me confesser, laissez-moi faire et qu'on en finisse. »« Confesse ton péché, mon fils, dit-il, et il se gratta les mollets. Écoutez, mon père, dis-je, vous devriez arrêter de vous gratter. Ça dérange ma concentration et aussi ma contrition. Tu dois dire que tu te repens de tout ton cœur, m'enjoignit le prêtre. Je me repens de tout mon cœur, susurrai-je. Répète, dit-il, je n'ai pas bien entendu. Je me repens de tout mon cœur, répétai-je à voix basse. Le prêtre rabaissa sa tunique. Confesse tes péchés, me dit-il. Eh bien, continuai-je, ce sera une longue histoire, et je vais vous la résumer parce que ça me plaît de résumer par cette nuit de Macao à la veille de l'équinoxe d'automne. Le résumé est le suivant. Moi aussi, j'ai fait enfler les marées. Tel est mon péché. Ça me semble un peu vague, mon fils, répliqua-t-il. Il faut expliquer mieux. J'ai écrit des livres, dis-je à voix basse. Tel est mon péché. C'étaient des livres indécents ? Demanda le prêtre. Pas du tout, répondis-je. Il n'y avait rien d'indécent. C'était juste une sorte d'arrogance sur la réalité. Le prêtre tira une autre bouffée de son cigare. Excusez-moi, mon père, lui dis-je. Vous pourriez arrêter de souffler votre fumée sur mon visage ? Ça me fait perdre la concentration. Il recracha la fumée en l'air et dit « L'arrogance, d'après les préceptes de Mère l'Église, est l'orgueil. Tu as péché par orgueil, mais il faut expliquer mieux. » Voyez-vous, dis-je, à un certain point, je me suis mis en tête que les histoires qui sortaient de ma fantaisie pouvaient se répéter dans la réalité. Et pendant ce temps, j'écrivais des histoires méchantes, voilà le mot. Et puis, à ma grande surprise, la méchanceté se répéta vraiment dans la réalité.
Bref, j'ai guidé les événements. Tel est mon orgueil. Et puis, demanda le prêtre. Et puis quoi? Demandai-je à mon tour. Tous les autres péchés que tu as commis dans ta vie, dit-il. Qui sait quels autres péchés tu as commis dans ta vie? Beaucoup, répondis-je, mais ceux-là n'ont pas d'importance. Ils appartiennent aux petites misères des hommes. Je n'en ai rien à faire. Laissons-les tomber. Ici, on ne distribue pas les absolutions comme la soupe aux pauvres, dit le prêtre. D'abord on se confesse, et ensuite on a l'absolution. Telle est la règle. Je le regardai, et il me vint cette sorte d'indisposition que je ressentais dans l'estomac depuis que j'étais arrivé de là-haut. Pour me tranquilliser, je pensais que c'était peut-être le cabrier à l'ananas de la vieille chinoise. Mon père, écoutez, dis-je. Tant pis si vous ne me donnez pas l'absolution. De toute façon, je n'en ai rien à foutre. Mais j'aimerais savoir une chose. Vous avez soigné les lépreux à Coloane, il y a longtemps de ça? Il me regarda avec une expression stupéfaite. Coloane, dit-il, bien sûr. Coloane. C'était le bon temps. Il y avait tellement de lépreux à l'époque. Il soupira avec nostalgie. Il y avait tellement de lépreux en ce temps-là, continua-t-il. Et à présent, plus rien. Ils se portent tous bien à Macao. Ils sont tous devenus des hommes d'affaires. Mais à l'époque, ils arrivaient à la clinique avec les mains violacées. Parfois, il leur manquait 2 ou 3 doigts, et ils se fiaient à nous. Et pour se faire soigner, pour rester à la clinique, ils se faisaient volontiers baptiser. Ils abandonnaient aussi l'animisme. C'était le bon temps. Il soupira à nouveau et continua. À présent, il n'y a même plus de pêcheurs à Macao. Ils achètent le poisson à Hong Kong. Je lui demandai un cigare, et il me l'offrit. Je l'allumai et dis « Écoutez mon père, est-ce que vous connaissez le père Domingos ?» Il soupira à nouveau et murmura. Le père Domingos était un saint. Je lui demandai préoccupé. Pourquoi était? Il n'est plus là? Il est mort il y a 6 ans, répondit le prêtre. C'était un véritable saint. Parlez-moi de lui, s'il vous plaît, dis-je. Eh bien, fit le prêtre en écrasant finalement son cigare par terre. Le père Domingos s'appelait en réalité Domenico. Il venait d'Italie, de la Sicile. Il avait d'abord vécu en Chine et avait résisté avec difficulté à la révolution communiste. Puis il était arrivé à Macao au moment de la guerre, il me semble. À l'époque, j'étais un tout jeune homme, et il avait fondé une clinique pour lépreux à Coloane. Je suis allé lui donner un coup de main dans les années 50. À l'époque, je n'étais pas encore prêtre, mais j'étais sur le point d'entrer dans les ordres. Et puis, demandai-je. Et puis nous avons passé de nombreuses années ensemble, répondit-il. Nous avions une centaine de patients, mais lui s'occupait de cas différents. Il aidait tout le monde. Tout le monde? Demandai-je. Même Isabelle? Il parut réfléchir un instant. Je n'ai jamais connu d'Isabelle, répondit-il. Magda, ajoutai-je. Peut-être s'appelait-elle Magda. En fin de compte, mon fils, demanda-t-il impatient. Elle s'appelait Isabelle ou Magda? Je tirai de ma poche la photographie faite par Thiago où l'on voyait Isabelle. Le prêtre craqua une allumette pour voir et en profita pour allumer un autre cigare. Il regarda la photographie pendant quelques secondes et il me dit avec assurance. Je ne la connais pas. Je ne connais pas cette personne. Réfléchissez bien, ajoutai-je. Elle s'appelait Isabelle, mais peut-être se faisait-elle appeler Magda. Elle venait du Portugal. C'était une exilée politique. Le prêtre craqua une autre allumette et regarda à nouveau la photographie. Désolé, dit-il, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Puis il continua. C'est le père Domingos qui s'occupait tout seul de ces choses-là. Ce n'était pas de ma compétence. Mais toi, mon fils, pourquoi la cherches-tu? Dans quel but, après tant d'années? Je tirai une longue bouffée de mon cigare et cherchai à ne pas lui souffler la fumée sur le visage comme il le faisait. Je dis, « Cher père, ce serait très long de vous expliquer toute cette histoire. Je vous ai dit de me considérer comme un pulsar, mais je suis aussi un récepteur, parce que je viens d'un lieu où règne la splendeur, et je ne peux pas laisser toute cette zone de ma vie dans l'obscurité. » Splendeur, dans quel sens? Demanda le prêtre. Splendeur, simplement, répondis-je. Quand j'étudiais au séminaire, on m'a parlé du Zohar, dit le prêtre. Peut-être te réfères-tu à cela? Interprétez ça comme vous voulez, répondis-je, mais j'ai besoin d'avoir des nouvelles d'Isabelle.
ou de Magda, si elle se faisait appeler ainsi. Le prêtre s'excusa et se gratta légèrement les mollets. Sois compréhensif, mon fils, dit-il. Je ne sais pas si c'est un vice ou un érythème ennuyeux. En tout cas, écoute. Je ne suis pas animiste, mais j'ai connu beaucoup d'animistes. Et là, tu vas me faire dire des choses que je ne devrais pas dire. Mais si j'étais à ta place, je demanderais à un animiste. Je n'aime pas personnellement les animistes avec tous leurs esprits. Moi, je crois qu'il n'y a qu'un seul esprit, peut-être trinitaire. C'est ce que j'ai appris au séminaire. Mais eux, ils ont des esprits pour tout. Pour une fleur, pour un arbre, pour les personnes, pour une image. Et si tu leur fais voir ta photo, ils pourront te dire quelque chose. Oui, dis-je. Mais à qui m'adresser? Dans le temps des temps, il y avait ici un poète, répondit le prêtre. Peut-être était-il animiste ou peut-être non. En tout cas, il était en contact avec les ombres. Dommage que tu ne l'aies pas connu. D'après moi, il était fou, mais surtout il fumait de l'opium. Il parlait bien quand il avait fumé de l'opium. Comme je te l'ai dit, c'était un poète. Peut-être aurait-il pu te donner une indication sur la personne que tu cherches, parce que lui aussi croyait comme toi qu'il provenait du dehors du temps. Et qui était cette personne? Demandai-je. Une espèce de squelette, répondit le prêtre. Il portait une longue barbe et était toujours habillé de blanc, et parfois, quand il partait en ville, il sortait dans la rue enveloppé dans un drap. Et comment s'appelait-il? Demandai-je. Je ne sais pas quel pouvait être son vrai nom, dit le prêtre, mais tout le monde l'appelait le fantôme qui marche. Je crois qu'il habitait sur l'Avenida da Boa Vista. Je me levai et pris congé. Je dis: Merci mon père. Cette conversation avec vous m'a été très utile. La place était surréelle, avec cette fausse façade et les lumières au néon. Je pensais à l'époque où j'aimais les avant-gardes historiques et où j'imitais le surréalisme. En ce temps-là, je ne savais vraiment rien. J'étais déjà loin quand j'entendis la voix du prêtre rebondir au milieu de la place déserte. Mon fils, dit-il, je veux te dire que je t'absous. Merci mon père, balbutiai-je pour moi-même. Et je me mis en chemin.